Ok, ça, c'est une scène de film. No shit. Mais elle a quelque chose de particulier qui m'a fait bondir de mon siège la première fois que je l'ai vue. Et pour vous montrer ce quelque chose, je vais devoir passer par deux points de vue. Celui d'un spectateur lambda et celui d'un fou du bus, c'est-à-dire moi-même. Un gars normal, il voit cette scène et il se dit juste les deux personnages au centre arrivent dans une ville de western et ça a l'air un peu inquiétant, non? On dirait qu'ils sont observés par quelqu'un. Genre un truc va leur tomber dessus. Et moi, je me suis directement dit, ok, les deux personnages sont au centre car ils sont le sujet, mais la caméra est en contre-plongée, ils sont donc petits et vulnérables. Le sujet, c'est eux qui sont en danger. Et on le voit par le fait que la caméra bouge. Vous voyez que le réalisateur aurait pu faire plusieurs plans différents, statiques, et juste entrecoupés les uns des autres. Donc, ce plan qui les suit indique que la menace les regarde. Et comme la caméra est posée sur un balcon, ça veut dire que la menace est humaine, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi? Les deux sont menacés ou juste l'un des deux? Eh bien, la réponse à cette question, elle est donnée par un jeu entre le premier et le second plan. Regardez, l'un des personnages, dont la tête, au second plan, va passer au travers d'un truc au premier plan. Bon, je vais préciser pour les 2-3 qui connaissaient pas, cette scène vient de l'excellent Django Unchained, mon deuxième film préféré, réalisé par Quentin Tarantino, mon deuxième réalisateur préféré, qui est notamment connu pour répondre à ses critiques d'une façon... bien à lui. Et ce film se passe justement quelques années avant la guerre de sécession aux États-Unis, dans un État esclavagiste. J'aime cette scène car en quelques secondes, Tarantino il nous montre le racisme. Et il le fait via une tonne d'outils propres au cinéma. Le blocking, les angles et les mouvements de caméra. Et c'est beau quand même. C'est ça que j'aime dans le cinéma. C'est les réalisateurs ou réalisatrices qui ont décidé de faire de leur mieux pour raconter tout en nous en mettant plein les yeux. Que ce soit pour nous faire questionner l'existence. Pour l'effet cathartique, car les gentils ont gagné à la fin. Pour nous dire que deux personnages sont amoureux. Ou juste pour montrer une action super stylée. Mais ce qui me fait kiffer le plus, c'est ceux qui ont décidé d'aller plus loin. Comment on fait ces trucs? Comment on révolutionne le cinéma avec 5 cm? Ça, c'est une caméra. Si, je vous jure. En vrai, je pourrais vous expliquer ça en recrachant mes cours de physique de prépa, mais je vais le faire avec un exemple pour que ça marche beaucoup mieux. On va prendre un décor au pif, comme arrière-plan, et un objet au premier plan, genre un fruit. En gros, quand tu captures n'importe quelle image avec un appareil photo ou une caméra, la lumière qui vient de l'objet passe par ce truc. C'est une lentille. Et ça permet de faire en sorte que la lumière revienne sur une surface qui imprime l'image par un procédé que je ne peux pas expliquer dans cette vidéo car je ne le comprends pas assez. Et du coup, avec notre fruit, si on le bouge un petit peu, il devient flou ou net. Pourquoi? Parce que la distance focale. Pitié, partez pas, c'est pas si compliqué que ça. En fait, c'est la distance entre notre lentille et le point où les faisceaux de lumière convergent s'ils viennent d'assez loin, ce qui est le cas pour notre décor en arrière-plan par exemple. Du coup, si on bouge le fruit devant, ça décale ces rayons lumineux qui font un beau bazar sur la surface et l'image est moche. Mais, me diriez-vous, quand je prends mon portable en mode caméra, ça devient flou juste un peu, puis ça redevient net comme ça, tranquille. Donc, tu m'as menti. En fait, non. C'est juste que si ton problème c'est que ta surface est là où se forme une image floue, t'as qu'à bouger là où une image nette se forme. C'est le principe de la mise au point.
Mise au point. Ça, c'est un mot qui parle à plus de monde que distance focale, je pense. Bon, après, je doute que tout le monde sache précisément décrire ce que c'est, mais au moins, j'ai un mot auquel vous pouvez vous raccrocher. Et c'est super important, la mise au point. Ça veut dire que tu vas pas régler ta caméra de la même façon si tu filmes un décor ou un personnage. Et même ce personnage, tu vas pas faire les mêmes réglages si tu le filmes de près ou de loin. Exemple, si tu veux filmer un personnage de près, genre son portrait, tu vas plutôt prendre une focale entre 35 et 50 mm. Si tu veux filmer ce même personnage mais de plus loin, histoire qu'on voit son corps, tu vas plutôt prendre une focale de 30 mm ou moins. Et au plus tu filmes de loin, au plus tu vas prendre une focale courte. J'ai même vu passer un exemple très récemment avec quelqu'un qui comparait comment les réalisateurs filment Superman en train de voler. Richard Donner, comme tous les réals qui ont fait des films sur l'homme d'acier avant lui, va filmer son Superman avec une focale classique de 50 mm, car on n'a pas besoin de se creuser la tête, c'est Superman au cinoche, soyons réalistes. Zack Snyder, lui, il va plutôt utiliser une focale large, de plus de 70 mm, ce qui donne un côté agressif et intense, parce que voler à pleine vitesse, je sais pas vous, mais moi, je vais pas recommander ça à ma grand-mère, quoi. Surtout si c'est la première fois. Puis, James Gunn, quant à lui, il va plutôt utiliser une focale courte, entre 16 et 21 mm, qui donne un côté beaucoup plus intime, car c'est vrai qu'il est tout seul là-haut. Et puis ça colle bien non seulement avec les thèmes du film, sur la psychologie de notre héros préféré et de son côté humain, mais ça colle aussi avec l'esthétique du film, qui utilise beaucoup ces focales courtes en général, ce qui fait un film très homogène, en plus d'être très beau selon moi. Oui, j'aime beaucoup ce film. Bref, pourquoi je vous explique tout ça ? Parce que la focale, c'est le meilleur outil possible au cinéma. On peut faire des trucs de fou avec la focale. Et pour vous le prouver, je vais vous parler du plus grand film de l'histoire. Sight and Sound, c'est une revue britannique qui se permet de publier régulièrement un top 100 des plus grands films de tous les temps, en se basant sur les votes de nombreux, pour ne pas dire centaines, de cinéastes. Donc, en gros, on a un ensemble de films considérés comme les plus importants de l'histoire selon les gens qui font des films. Pas trop mal, j'ai envie de vous dire. Et dans le top 3, depuis des décennies, il y a Vertigo, sorti en 1958 et réalisé par Alfred Hitchcock, est considéré comme un des, si ce n'est le plus grand film de l'histoire du cinéma. Alors, évidemment, je l'ai vu, et j'ai pas trop aimé. Je trouve le rythme un peu lent, le scénario un peu simple ou qui m'a pas intéressé, et qui gagne justement en intérêt qu'au 3e acte du film. Et pourtant, j'ai compris pourquoi il est considéré comme le plus grand film de tous les temps, au bout de seulement quelques minutes. Car en dehors du générique très atypique, le film s'ouvre sur une course-poursuite, filmée avec exclusivement des plans fixes. Quand tout d'un coup... Et ça c'est pas banal. Cet effet visuel, il est pas fait n'importe comment, et pas pour n'importe quelle raison. C'est ce qu'on appelle le vertigo effect, ou dolly zoom. Comment on fait ce truc-là ? En zoomant tout en reculant la caméra. C'est pour ça que la traduction française de dolly zoom, c'est travelling compensé. Et cet effet, comme il n'a jamais été fait auparavant, il a donné sa grandeur à ce film. Car il a ouvert une porte pour tous ceux qui allaient venir après, car il a pu leur faire dire on peut utiliser la focale pour raconter d'une nouvelle façon. Et même en dehors de cet effet, il y a des plans de fou dans Vertigo. Il y a des plans beaux, il y a des plans étranges, des plans plus intrigants. C'est un film qui sait comment parler avec ses images. Et accessoirement avec le son, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et je vous vois venir, les plus sceptiques d'entre vous, de la vulgarisation de physique pour nous montrer comment on met en scène le vertige. Vraiment ? T'as vraiment pas plus intéressant à part ton effet de vertige des années 50 ? Hormis ça, on raconte quoi ? Bah justement, j'ai même le film qui va vous montrer tout ce que la focale nous permet de raconter. « 38 ans après Vertigo, en 96, Danny Boyle, le gars qui fera 28 jours plus tard... Non, 28 jours plus tard, c'est pas une durée, c'est le nom du film. D'ailleurs, c'est une trilogie qui a été complétée il y a pas longtemps, avec 28 semaines plus tard, et il y a quelques mois, c'est sorti 28 ans plus tard. Donc, ce gars-là, il sort en 96 un film nommé Trainspotting. Et 28 ans plus tard... Non mais là, c'est pas le nom du film, là, c'est la durée, c'est 28 ans plus tard, la durée textuellement. Donc voilà, 28 ans plus tard, en 2024, je le regarde pour la première fois, ce film.
pour un de mes cours, car je devais commenter sur la représentation de la classe ouvrière au Royaume-Uni qui est faite dans ce film. Et j'avoue que je me fichais pas mal de cette représentation en vue de la qualité des images qui m'ont été montrées. Ce film a utilisé un nombre incalculable de techniques avec la focale pour montrer au lieu de dire textuellement ce qu'il avait envie d'exprimer. Je pense que vous l'avez compris, on va parler de Trainspotting. Trainspotting commence sur L'attaque de la Terre par une armée de lettres géantes et... Ah non, c'est juste le logo Universal en fait. On suit l'histoire de Renton, interprété par Obi-Wan Kenobi, un jeune homme vivant dans la banlieue d'Édimbourg dans les années 90, avec ses amis Spud, Tommy et Sick Boy. Je ne jugerai pas les noms de ces personnages. Et comme tous les jeunes de leur âge, ils se défoncent la gueule à l'héroïne. Ne faites pas ça, les enfants, on se déglingue assez la tête avec TikTok ou Instagram pour éviter de le faire chimiquement. Mais un jour, Renton veut décrocher en douceur. Alors il se prépare plein de trucs et surtout des suppos à l'opium, car pourquoi pas. D'ailleurs, j'adore ce plan où il se regarde dans un miroir et son reflet regarde directement la caméra. Mais la redescente de l'héroïne, ça lâche pas mal les intestins. Alors, il va dans un bar pour chier, et il y a ce putain de plan de ouf où il plonge dans l'océan depuis ses chutes pour récupérer son suppôt. Bref, son pote Spud passe un entretien d'embauche sous speed pour pas perdre ses allocs, et on découvre Big B. Big B, je sais pas s'il faut le traduire ou pas, bref, un homme violent et mythomane, et comme dirait Renton, Big B se défonçait pas à l'héros, il se défonçait aux gens. mais surtout, avec cet arrêt de shoot, Renton a les boules bleues. Désolé, je sais pas comment le dire autrement. Donc, il part pécho en boîte de nuit et tombe amoureux de la première alcoolo qu'il voit. Elle s'appelle Diane, le courant passe plutôt bien entre eux, on va dire, mais elle est mineure. Et fait donc du chantage à Renton, ils vont continuer à se fréquenter ou alors elle le dénonce et c'est direction prison avec Norman, Pirorca, Astérion et compagnie, ou juste un bad buzz sur Twitter suite à un classement sans suite pour éviter de détruire sa brillante carrière à venir. Par la suite, toute la bande se retrouve devant de magnifiques paysages, ce qui donne un plan vachement beau, mais Renton s'en fout car il est écossais et les écossais sont vachement discriminés à l'époque. Donc ça gueule, puis sous la frustration, ils se shootent tous ensemble. Mais leur négligence fait que le bébé d'une de leurs compagnons de drogue perd la vie. Pour ne rien arranger à ça, Renton et Spud sont arrêtés pour un vol à la tire. Le second va en prison tandis que le premier est en liberté conditionnelle où on le demande de décrocher complètement. Mais la culpabilité le fait rechuter et il fait une overdose. Et là, super idée de mise en scène, Renton a l'impression de s'enfoncer dans le tapis comme s'il était dans un cercueil. Et on a plusieurs plans en point de vue avec cet effet, car il est entre la vie et la mort, et est simplement conscient en observant juste l'environnement de son corps. Il est emmené à l'hosto, puis ses parents viennent le chercher et sont bien décidés à le faire quitter la drogue. Alors il l'enferme dans sa chambre, où il va faire un bad trip de fou, va commencer à voir ses potes sous sa couette, il imagine le bébé mort de son ami monter au plafond, on a une très belle utilisation de la focale courte dans l'espace très restreint de sa couette, et une dolly zoom qui distord sa chambre. Mais il s'en sort. Il passe par une grosse phase de déprime, car il n'a plus d'échappatoire à ses problèmes, puis il revoit Diane avant de s'installer à Londres, où il va trouver un job en agence immobilière. Il vit sa petite vie quoi, tout en gardant une correspondance avec Diane. Finalement, c'est pas si mal de pas être avec ses potes. Big B et Sick Boy viennent squatter chez lui. Et ça part vite en sucette. Il vend sa télé, attaque un couple qui venait faire une visite immobilière, puis propose à Renton une affaire. Revendre de l'héroïne, achetée pour 4000 livres, et essayer de se faire du bénéfice à peu près 20 000 livres estimés. Renton finit par accepter, mais doit tester le produit avant. Ils partent pour aller faire leur vente, hop, petit ref aux Beatles, et ils arrivent à conclure le deal pour 16 000 livres. Tout va bien. Mais Renton propose tout de même à Spud de partir avec le blé. Surtout que Big B et sa violence... on la connaît. Et que Sick Boy va très certainement les trahir à un moment ou à un autre. Finalement, Renton se barre avec l'argent dans la nuit qui suit, laisse un quart du butin pour Spud, qui est le seul à avoir été vraiment son ami, et pendant que Big B pète son crâne, et la chambre d'hôtel, Renton se barre tranquillement, aspirant à devenir un monsieur tout le monde, et c'est dit par la mise au point qui se perd petit à petit jusqu'au flou total. Et c'est la fin de Trainspotting. Ah non, attendez, Spud récupère l'argent que son ami lui a donné, et c'est la fin de Trainspotting.
Et c'était très bien. Le montage est toujours pertinent, on a des phases de cut rapides pour montrer une situation générale de vie comme lors de l'intro, dont le monologue en voix off est opposé à celui de fin, qui est justement filmé en plan fixe, mais où le personnage de Renton s'avance dans le flou, il s'échappe. On peut aussi prendre l'exemple de l'entretien d'embauche avec Spud, avec des cuts frénétiques quand il parle, montrant son énergie. Et évidemment, on a une myriade d'utilisations de la focale. Lorsque Renton rentre dans le bar pour se soulager, on a ce plan à la première personne, avec une focale courte, ce qui donne cet effet bizarre de profondeur dérangeante. C'est cohérent vu qu'il est en pleine descente. Ensuite, lors de son bad trip chez ses parents, on a déjà ce dolly zoom qui semble à la fois un effet de caméra et un effet pratique où la salle se distord réellement sur le plateau du tournage. Et on combine ça avec une focale courte lorsqu'il est sous sa couette, et on a une scène qui illustre à merveille ce que vit le héros. En plus des hallucinations maladives, c'est vrai. Et enfin, la fin. Non, ça sonne pas super bien. Et pour finir, comment le film finit? Non. Et pour le dessert, la petite fin sucrée du... Encore pire. Bref, cette fin est aussi très parlante par ce flou grandissant, car Renton avance vers la caméra, vers le spectateur, vers les messieurs, tout le monde qu'il méprisait au début du film. C'est tout ça qui m'a marqué quand j'ai vu ce film pour la première fois. C'est cette volonté de parler sans dire, mais à sa façon. C'est ça que j'aime quand je vais regarder un film. C'est cette volonté de voir comment le réalisateur ou la réalisatrice veut faire passer un message sans avoir à me parler directement. J'adore me questionner sur ce genre de truc. Comment la personne derrière la caméra a voulu montrer quelque chose, et comment cette personne s'est remuée la cervelle pour trouver la meilleure façon de le faire. Le cinéma me passionne par toutes les choses qu'il raconte, et par les mille et une façons dont il les raconte. C'est ça qui fait que le cinéma est si riche, si fascinant. C'était sympa cette petite épopée cinématographique, non? En tout cas, moi j'ai bien aimé. Mais je vais pas finir sur ça, mais sur moi. Car moi aussi, j'ai besoin de faire une mise au point. J'ai commencé cette chaîne YouTube avec un objectif simple. Parler de ce que je veux. J'ai fait 4 vidéos qui parlent de manga, qui m'ont plutôt servi d'exercice pour comprendre le montage et la réalisation de vidéos, et donc j'ai appris pour en arriver là. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissaient de ces vidéos, oui, je vais faire autre chose que des mangas, et pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, oui, j'ai fait des vidéos sur les mangas. Mais du coup, avec tout ça, je suis pas devenu célèbre ou un dieu du montage, mais je pense qu'à partir de maintenant, je peux me permettre de me faire kiffer, et donc de prendre de plus en plus de temps pour faire ces vidéos, et donc en faire des mieux. Traduction: vous avez aimé la bande-annonce? Le film va bientôt commencer. Il sera encore mieux. Surtout que j'ai plein de trucs dont j'ai envie de parler, en dehors du manga. Il y a 2 autres arts qui racontent plein de choses. Et qui ont plein d'histoires propres à eux.
Et il y a un monde qui n'a rien à voir avec ces deux arts, bien qu'il puisse les inspirer parfois, et qui a généralement une montagne d'histoires à raconter. Soyez prêts, car le futur s'annonce pas trop mal.